Bonjour à tous, capsule juridique numéro 252 du 6 août 2025. Je vais vous parler aujourd'hui des USA et de la France. Aux USA tout d'abord, et plus précisément au Texas. Dans un communiqué de presse paru sur son site le 1er août, le procureur général du Texas, qui s'appelle Ken Paxton, annonçait une nouvelle très intéressante qu'il présente lui-même comme, je cite, une victoire majeure. Alors c'est pas la première fois que je vous parle de lui, puisque notamment je l'avais évoqué dans ma capsule 190 à propos d'une action contre Pfizer pour des incriminations de publicité trompeuse, action qui fut ensuite lancée aussi dans d'autres États par d'autres procureurs qui avaient suivi la même voie, et c'est toujours en cours. Aujourd'hui, il est question d'une autre action. Ken Paxton a en effet attaqué en novembre 2024 les trois gigantesques fonds d'investissement, Vanguard, BlackRock et State Street, en les accusant d'avoir illégalement conspiré pour manipuler les marchés de l'énergie. Et cette plainte a été déclarée recevable récemment, ce qui permet donc à la procédure de se poursuivre. Voici ce que dit le communiqué de presse. Je cite. BlackRock, State Street et Vanguard, trois des sociétés financières les plus puissantes au monde, ont créé un cartel d'investissement afin de contrôler illégalement les marchés énergétiques nationaux et de soutirer davantage d'argent aux Américains qui travaillent dur, a déclaré le procureur général Paxton. La victoire d'aujourd'hui représente une étape importante dans la mise en cause de leurs responsabilités. Je continuerai à me battre pour protéger le Texas et défendre l'indépendance énergétique des États-Unis contre cette conspiration illégale. Un peu plus loin, en novembre 2024, le procureur général Paxton a poursuivi les gestionnaires d'actifs pour avoir utilisé leur influence combinée sur le marché du charbon afin de se servir de leurs actions comme d'une arme pour faire pression sur les entreprises charbonnières afin qu'elles s'alignent sur les objectifs d'énergie verte en réduisant de moitié leur production de charbon d'ici 2030. Cette réduction délibérée et artificielle de l'offre a entraîné une hausse des prix et permis aux sociétés d'investissement de réaliser des gains exceptionnels en augmentant le coût de l'électricité pour les ménages américains. Leur complot a enfreint plusieurs lois fédérales étatiques interdisant les pratiques anticoncurrentielles et commerciales trompeuses. En mai 2025, l'administration Trump a engagé une action en justice pour soutenir les efforts du procureur général Paxton visant à tenir les gestionnaires d'actifs pour responsables. Fin de citation. Notons qu'ici on parle donc des contribuables américains et des incidences sur les lois nationales américaines, mais les conséquences de ces manipulations sont bien entendu mondiales et nous les subissons tous. Et ce n'est pas non plus la dernière fois que je vous parle de Ken Paxton, donc j'y reviendrai dès que je verrai que ça avance. En France à présent, dans une mise en demeure du 21 juillet dernier, la CNIL a laissé au ministère de l'Intérieur un délai d'1 mois pour interrompre toute utilisation d'un réseau de caméras de vidéosurveillance déployé à Brest depuis 2023 de façon illégale, et ce sous peine de sanctions. L'information est notamment relayée par un site nommé Police et Réalité, dont le lien est sous ma capsule. L'info est également reprise dans plusieurs titres de la presse quotidienne régionale comme le Télégramme. Voici un petit extrait de ce qui est exposé sur le site Police et Réalité, je cite. Cette décision vise directement un système mis en place dans le cadre d'un accord entre la préfecture et la municipalité, cette dernière ayant volontairement renoncé à exercer elle-même la gestion de la vidéoprotection sur son territoire. Or, selon la CNIL, la préfecture et la sous-préfecture ne sont pas compétentes pour administrer seules un tel dispositif. La Commission rappelle que si l'objectif de sécurité publique est recevable, la collecte de données par des entités non habilitées constitue une infraction au RGPD, et porte atteinte aux principes fondamentaux de protection des libertés individuelles. Bien que les logiciels d'analyse vidéo utilisés n'aient pas été jugés problématiques en eux-mêmes, la procédure d'installation et d'exploitation des caméras est sévèrement critiquée. L'autorité administrative reproche notamment l'absence de justification claire, de cadre juridique précis et de contrôle démocratique sur l'usage du dispositif. Fin de citation. C'est donc bien la procédure de mise en place qui, comme souvent, a mis la charrue avant les bœufs et qui a installé une situation de fait en total mépris des dispositions légales. Ici, ça ne passe plus et la CNIL hausse enfin le ton. Affaire à suivre. Le ministère de l'Intérieur a donc jusqu'à fin août, dit-on dans l'article, pour arrêter toute exploitation de ce système sous réserve de la formulation exacte contenue dans cette mise en demeure dont je n'ai pas pu avoir la copie. Alors j'ai tenté de la trouver, mais il semble qu'elle soit confidentielle à ce stade. C'est du moins ce qui découle d'un article de Mediapart sur le même sujet et ça explique pourquoi à ce jour mes recherches sont demeurées vaines. La décision est toutefois bien réelle et méritait donc que je m'y arrête brièvement. En France toujours, le 30 juillet dernier, Maître Brouza annonçait sur le site de l'association Réaction 19 qu'il déposait plainte personnellement contre Conspiracy Watch et son dirigeant Rudi Reichstadt. Maître Brouza estime que Rudi Reichstadt s'est rendu coupable d'infraction à la loi de 1881 sur la liberté de la presse en publiant des injures et des diffamations à son encontre.
Selon l'argumentation développée dans la plainte, qu'il résume dans l'article dont le lien figure sous ma capsule, des propos publiés dans un article sur Conspiracy Watch contiendraient donc à la fois à son encontre des propos diffamatoires et des propos injurieux. Quant aux propos diffamatoires, tout d'abord, je rappelle que pour qu'il y ait diffamation, il faut que les propos reprochés soient des propos précis. Ici, l'article de Conspiracy Watch laissait entendre que Maître Brouza, entre guillemets, je cite, minimisait ou contestait les attentats du 11 septembre, fin de citation, ce que Maître Brouza lui-même réfute. Il est certain, et là c'est moi qui l'ajoute, que si selon M. Reichstadt on ne peut plus parler du 11 septembre, le jeune homme n'a pas fini de se faire des cheveux blancs, car le sujet va vite revenir au top de l'actualité, me semble-t-il. Et je n'ai pas entendu les propos initiaux de Maître Brouza, donc là je parle uniquement en mon nom propre, mais je parierais volontiers sur le fait qu'il n'a pas contesté la réalité des attentats, mais peut-être, comme nous le sommes nombreux à le faire, la désignation des véritables responsables et commanditaires. Mais nous reviendrons sûrement juridiquement ou judiciairement, j'espère, sur le fond de cette question. La deuxième série de propos qui étaient attaqués étaient des propos injurieux puisque l'article visé contenait notamment des termes comme complotiste qui constituent une atteinte à l'honneur visant une personne clairement identifiée puisque le nom et la photo de Maître Brouza étaient inclus dans l'article. L'article, publié par Rudi Reichstadt, s'intitulait, je cite, « L'administration Trump donne des ailes aux covido-complotistes français », fin de citation, et avait été publié le 2 mai 2025. Le lien se trouve dans la plainte qui a été rédigée et déposée par Maître Brouza. La plainte cite quelques extraits. Il cite également une jurisprudence qui date de 2016 et dans laquelle la 17e chambre correctionnelle de Paris, qui est depuis des décennies la chambre compétente pour les délits de presse, a considéré qu'une imputation de complotiste formulée à l'encontre d'une personne constitue, je cite la plainte qui cite la décision, une interprétation de sa position politique tendant effectivement à la dénigrer en affirmant que son analyse n'est fondée que sur l'existence d'un vaste complot. Fin de citation. La décision citée date apparemment du 11 mars 2016, mais son numéro ne figure pas dans la plainte, donc je tenterai d'en trouver une copie complète dès que possible. Pour l'instant, je ne suis pas parvenu à mettre la main dessus, mais j'imagine que ça ne va pas tarder. Et affaire à suivre là encore. Alors voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. La capsule n'était pas très longue, mais après quelques jours de congé en famille, je peux ainsi reprendre le fil en douceur. Pour terminer, et alors qu'aux USA, la procureure générale Pam Bondi annonce des poursuites imminentes contre certaines personnalités, je vous propose une citation du sénateur américain Ron Paul, à qui on attribue les mots suivants, qui font d'ailleurs parfaitement écho au nettoyage d'il y a quelques mois au sein de l'USAID, je vous en avais parlé. Donc bref, la citation du jour dit ceci, je cite, « L'aide financière internationale consiste à prendre l'argent des pauvres d'un pays riche pour le donner aux riches d'un pays pauvre. » Fin de citation. J'aurais volontiers ajouté à cela pour ma part, en permettant aux intermédiaires du pays riche de s'en mettre plein les poches au passage. Mais bon, ça c'est une autre question. Sur le fond, le sénateur Ron Paul a manifestement raison. À très bientôt avec de nouvelles informations juridiques. Tenez bon. Au revoir.